Salut tout le monde, je suis avec Jean-Baptiste et on n'est pas à la maison. Attendez, regardez la vache là-bas, je sais pas si vous voyez. On est chez Étienne, donc pas pour faire un petit vlog chez Étienne, non ça m'intéresse pas du tout, ça fait C'est plus pour voir du coup un personnage, Jean-Marc Jancovici. Moi je suis, pour ceux qui savent, vous savez. Pour ceux qui ne savent pas, comment on pourrait décrire Jean-Marc? Je vais relancer le bébé. Sur le climat et l'énergie. Voilà. Un gars spécialisé sur l'énergie qui est souvent questionné par ceux qu'on a élus, qui est questionné par des tas d'entreprises, des boîtes, qui fait souvent du conseil, qui fait partie du Shift Project en fait, qui est une boîte qui va plutôt conseiller sur des potentielles marches à suivre pour préserver l'environnement. C'est lui qui a inventé le bilan carbone, Ouais. on peut le dire. Ouais. C'est lui qui a inventé le bilan carbone. Donc comment calculer votre bilan carbone? Son sujet, c'est dans un monde où les énergies se contractualisent, on aura Oui. de moins en moins d'énergie ou pas les mêmes. Comment en fait nos sociétés, notre activité économique doit se réadapter. Ouais. Donc voilà, tout un tas de conseils. Donc le but c'est d'avoir un échange vis-à-vis de l'agriculture. Il sait souvent mieux que nous parce que il est ingénieur, il est pro dans l'énergie, nous on est liés. Enfin vous allez voir de toute façon l'échange. Vous allez comprendre très rapidement, mais il sait mieux que nous souvent parce que il sait tout un tas de choses. Ouais, mais toi tu sais aussi des choses de terrain en tant qu'agriculteur. Oui, non mais c'est Lui, ça. Alors pas. lui il va pas savoir à combien de graines au mètre carré faut semer du blé pour avoir un bon rendement. Non. Mais par contre il sait tout un tas de choses en termes d'énergie, en termes de comment va être l'avenir de l'agriculture face à un contexte géopolitique mondial, etc. Enfin bref. Du coup, il est arrivé chez Étienne. Et le but, c'est qu'on ait double interview, Étienne plus sur la partie élevage forcément, et moi plus sur la partie céréales, et avoir tout un tas de questions que vous-même vous pouvez vous poser par rapport à tout ça. Donc c'est parti, on va le rejoindre. Regardez, le Étienne est juste derrière là. Il fait la visite de la ferme à Jean-Marc. Il monte la ferme, il explique pourquoi il fait l'élevage de telle et telle façon. Le Peace and Food, le fameux taille. Et là-bas, le robot. C'est une belle ferme, hein. C'est grand, il y a pas mal de bâtiments et tout, c'est bien. C'est vrai que c'est con, Étienne, on est qu'à 2 heures de route l'un et l'autre. Et j'étais jamais venu chez lui parce que je voulais pourquoi. Ça pourrait être cool un jour que je vienne vraiment pour faire un vlog chez lui quoi. Salut Étienne. Salut Marc. Bon, tu me laisses Jean-Marc du coup maintenant? Je te laisse Jean-Marc et je l'ai déjà pas cuisiné là pendant 2-3 Non, heures. je suis beaucoup trop coriace et beaucoup trop vieux pour être cuisiné. Il n'y a pas de mauvaise viande. Hein. Nous sommes avec Jean-Marc Jancovici du coup. Il y a une première partie d'un tas de questions qui ont été abordées par rapport à l'élevage avec Étienne. Donc je vous invite d'abord à aller voir si vous voulez la vidéo sur la chaîne d'Étienne où du coup il y a d'autres types de questions qui vont être posées, qui ont été posées et que maintenant on va passer à d'autres. Moi c'est la partie céréales, donc on va monter dans un tracteur et on va aller au bord des champs. Je pense que c'est pas mal. Allez, je te suis. Ok, bon c'est parti. Je vais fixer où moi la caméra, celle-là? Es-tu déjà monté dans un tracteur? Dans un de cette taille, jamais. Et en fait, dans un tracteur tout court, je crois jamais. Bon, impeccable. Alors déjà, c'est pas le mien, donc faut que je trouve la clé, voilà. Bon. T'inquiète pas, Ça. j'ai mon permis quand même. Bon, du coup, une des premières questions qui me vient, du fait qu'on soit dans un tracteur, par rapport à l'agriculture et la mécanisation, comme tu dis, c'est un beau tracteur, un grand. Il y a souvent dans mes vidéos, il y a souvent une critique qui revient en disant regarde, ça se plaint les agriculteurs, vous avez des énormes machines qui vaut des centaines de milliers d'euros, pourquoi faire, etc. Et quelle place a pris la mécanisation au sein de notre travail et est-ce qu'on serait capable de s'en passer demain? C'est quoi la puissance de ce tracteur? Et là, c'est 150 chevaux. Voilà. Et ben, t'as la réponse. ça tracte comme 150 chevaux. En fait, la mécanisation, on l'a pas faite pour juste emmerder le monde. Ça a rendu le travail moins pénible. Oui. Ça a permis d'économiser les surfaces qui étaient avant dévolues à la nourriture animale. Parce qu'avant, il y avait une bonne partie des surfaces qui étaient liées au fait de nourrir des chevaux de trait que l'on finissait par boulotter du reste à la fin. C'est pour ça qu'il y a des boucheries chevalines. Et ça a permis donc de considérablement augmenter la productivité par agriculteur. Ça a permis de cultiver des surfaces plus importantes par personne. Oui. Ça a permis également d'utiliser les deux autres grands auxiliaires qui ont été mis au service de l'agriculture avec le développement avec les combustibles fossiles, Oui. qui sont les engrais et les phytosanitaires, parce que tout ça, il faut les épandre, etc. Donc ça a permis de rendre le travail de l'agriculteur par unité de surface considérablement plus simple Oui. et plus facile. Alors aujourd'hui, il faut bien voir que dans la consommation énergétique globale des cultures, paradoxalement, ce n'est pas le carburant de cet engin qui domine, c'est la fabrication des engrais. D'accord, ok. Donc c'est pas un gros poste ma consommation de carburant chez. Dans la consommation d'énergie d'un pays, c'est pas énorme. Quand tu regardes par exemple
la consommation d'énergie en France, pour toute l'énergie qu'on utilise pour mettre dans toutes les machines qu'on utilise en France, les laminoirs, les tracteurs, les voitures, les avions et les robots ménagers, tout compris, on parle de 1600 milliards de kilowattheures, toutes formes d'énergie confondues, les carburants, l'électricité, etc. Sur 1600 dans le pays. D'accord, ok, ah oui, oui. Donc, bon, c'est 40 ou 50, c'est pas négligeable, hein, mais enfin, c'est pas quelque chose qui est monstrueux, c'est beaucoup moins d'énergie qui va dans les tracteurs que dans les voitures, par exemple. Sans vouloir être taquin et sans vouloir être excessivement juste poli avec toi, tous les gens qui gueulent en disant il y a trop d'essence qui va dans les tracteurs, si eux-mêmes ils ont une voiture. Ouais, d'accord, ouais, je comprends bien. Bon, alors, pas de culpabilité trop d'avoir des belles machines. Alors, il reste quand même qu'il y a un sujet, c'est que le pétrole n'est pas éternel. Oui. Donc, même si on dit que ce n'est pas un poste majeur dans le domaine climatique, il y a quand même un vrai sujet qui est que s'affranchir de la dépendance au pétrole pour ce genre d'engin, ça reste une bonne idée. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça, et du reste, dans le rapport qu'on vient de rendre au Shift Project, on propose 3 voies. Oui. La première, c'est l'électrification. Parce qu'il y a une partie des engins qui peuvent être électrifiés. Alors un engin de cette taille, ça va être plus compliqué que les petits tracteurs. Bah, c'est ça, oui. Mais tes collègues qui sont dans la viticulture, par exemple, ils n'ont pas besoin de gros tracteurs. Voilà, donc, et puis même dans les grandes cultures, les mauvaises langues disent qu'éventuellement, la taille de certains tracteurs, on pourrait quand même les diminuer. Si tu fais de la culture sans labour, tu as besoin de moins de puissance, etc. Bon, bref. Donc l'électrification, ça va pour les petites machines. Et pour les grosses machines, ce qu'on peut regarder, c'est soit le biogaz. Il faut des moteurs à gaz, mais c'est moins efficace que les moteurs diesel. Ouais, d'accord. Voilà. Ou bien on peut faire des biocarburants, ou des agrocarburants, parce qu'ils ne sont pas spécialement bio, donc moi je préfère dire agrocarburants. L'une des choses qu'on dit, c'est que la production d'énergie liquide ou gazeuse sur les exploitations, en fait, les premiers bénéficiaires, logiquement, ça doit être les exploitations elles-mêmes. D'accord, ok. Donc la logique voudrait que les premiers agrocarburants fabriqués et le premier biogaz fabriqué servent précisément à la mécanisation. Parce que par ailleurs, si on ne veut plus de mécanisation, faut qu'il y ait 5 millions de personnes qui acceptent de revenir dans les champs pour semer les céréales et ramasser les patates. Et je ne suis pas sûr qu'on va les trouver demain matin. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc tant que les gens ne seront pas d'accord pour faire ça, on aura quand même besoin de mécanisation agricole. Alors il y a certaines exploitations où on peut revenir aux animaux de trait, parce que économiquement ça flotte à peu près. Par exemple le maraîchage, et en particulier le petit maraîchage. Par exemple la viticulture, et en particulier quand la viticulture a une valeur à l'hectare qui est suffisamment élevée. Parce que ça, ce n'est pas du travail du sol qui demande beaucoup de force mécanique, ça demande juste... Donc là, on peut revenir à des animaux de trait. Mais par contre, tant qu'on aura des champs de céréales, revenir aux chevaux, on peut le faire, mais ça ne va pas vraiment être le même prix et pas vraiment être... Voilà. Donc la mécanisation, c'est évident qu'il va en rester pendant encore un certain temps. Et à ce moment, c'est pertinent, cette mécanisation, de la faire fonctionner tout en ayant fait ce qu'on pouvait pour économiser. C'est pertinent de la faire avec de l'énergie, enfin exactement d'affecter l'énergie qui vient de la ferme directement à ça. Et c'est plus intéressant que de l'affecter par exemple aux voitures ou aux camions sur lesquels il y a d'autres marges de manœuvre. Les voitures, on peut les faire plus petites et électriques et moins nombreuses, et ça suffira encore pour se déplacer. Et donc autant d'agrocarburants pour les voitures, c'est peut-être pas utile. Par contre, des agrocarburants pour les gros tracteurs, oui, ça c'est utile. Ce que j'entends du coup, c'est qu'il y aura une priorisation finalement. Oui, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Il va falloir être un peu impartial et puis... il va falloir en gros affecter la ressource là où elle est d'abord le plus précieux. D'accord. Et on a tous besoin de manger, donc et encore une fois, comme les gens ne sont pas d'accord pour revenir se casser le dos à ramasser des patates. Oui, voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas toute la main-d'œuvre pour remplacer, donc comme tu avais dit, 150 chevaux, c'est 150 chevaux, et tu disais absolument. Un cheval, c'est 7 bons hommes. Exactement. Donc en fait, en gros, ce tracteur, il tracte comme 1000 personnes. C'est-à-dire, si on voulait remplacer ça par des gens qui tirent la charrue, il faudrait 1000 personnes pour avoir la même force motrice que dans ce tracteur. Ouais, non, intéressant. Voilà, donc vous avez déjà la première question. Je t'invite, on va descendre et puis aller un peu au champ. Allez, c'est parti. Tu as juste la poignée, toi. Ah oui, c'est vrai que c'est de ton côté. C'est de mon côté, oui. Et du coup, là, en descendant, j'ai une question qui en découle un peu. Comme tu parlais de mécanisation et avoir un peu de biogaz pour alimenter potentiellement nos tracteurs à l'avenir, du coup, ça me vient à la méthanisation. Les méthaniseurs, quelle est la place du méthaniseur dans l'avenir? On parle aussi d'un fantasme de potentiellement remplacer le gaz russe par le méthaniseur. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est un peu ubuesque de produire du maïs pour nourrir un méthaniseur à la place d'une vache? Enfin, voilà, j'aimerais un peu avoir ton avis par rapport à la méthanisation de manière générale. Alors, c'est une affaire de quantité. C'est-à-dire que la méthanisation, dans l'absolu, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend combien on en fait. D'accord, oui. En faire un peu, encore une fois pour les usages à la ferme et pour quelques usages hors ferme où c'est particulièrement précieux, ça peut faire sens. Dire qu'on va conserver des chaudières à gaz dans ce pays et remplacer tout le gaz russe et le gaz d'ailleurs pour continuer à avoir des chaudières à gaz,
personnellement, enfin, ça marche pas. Ouais, d'accord. C'est une mauvaise utilisation du sol, d'accord. Mm. Il vaut mieux utiliser le sol pour faire autre chose. En fait, tout ça, c'est toujours une affaire de ce qu'on appelle au début une concurrence d'usage du sol. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, tu as un champ. Ouais. Alors cette surface, tu peux en faire un certain nombre de choses. Tu peux en faire de quoi nourrir des individus. Ouais. Tu peux en faire de quoi nourrir des animaux. Tu peux en faire de quoi avoir des matériaux, du chanvre, du lin, Le je sais lin, pas quoi. ouais. Tu peux le transformer en forêt pour avoir d'autres matériaux, du bois. Et enfin, tu peux foutre la paix à une partie de la surface et ça s'appelle préserver la biodiversité. Ouais. Et tous ces usages sont concurrents entre eux. Oui, oui, évidemment, D'accord. ouais, ouais. Donc c'est une affaire de préférence et hiérarchisation. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc il faut qu'on sache dans quel ordre on a envie de mettre nos préférences, qu'est-ce qu'on préfère avoir en premier. On ne pourra pas, à partir des surfaces qu'on a en France, avoir à la fois faire rouler toutes les voitures au biocarburant, plus avoir tout le gaz pour remplacer le gaz russe, plus avoir tout le bois pour remplacer le ciment dans la construction, plus avoir toute la biomasse pour faire des fameux carburants d'origine durable pour prendre les avions. D'accord. On n'aura pas tout ça à la fois, ça ne marche pas. Et un des trucs qu'on a fait au Shift Project, c'est justement de faire des petits calculs. Alors c'est des règles de 3, hein, c'est pas très compliqué, pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir au total et comment est-ce qu'on a envie de répartir, quelle est notre proposition à nous, mais évidemment c'est notre proposition, donc on la met en discussion, on dit voilà pourquoi on pense que c'est bien que ça soit comme ça. Et donc nous on voit pas beaucoup de biogaz, on en voit encore une fois un peu pour les besoins du secteur agricole et un peu en dehors, mais pas énormément. Pas énormément de biocarburants, pareil pour la même raison, donc un peu, voilà. L'électrification des transports, enfin les moyens de transport, comme je le disais, des particuliers, déjà on peut en avoir beaucoup moins parce qu'en fait tu te rends compte que pour des gens qui vivent en milieu urbain ou périurbain, en fait la voiture c'est plus un luxe qu'une nécessité pour une bonne partie des gens. Alors pas tous, il y a des tas de gens qui font 50 bornes par jour pour aller bosser. Et typiquement ici, si tu leur dis on va se passer de bagnole, les gens vont te dire ouais, t'es gentil, mais enfin bon, toi t'es le Parisien, t'as le métro. Quoi. Bon. Donc ils auront raison. Donc, mais tout le monde n'habite pas ici. Donc il y a quand même des gens pour qui on peut faire des choses avec beaucoup moins de voitures. Donc les gens qui sont très dépendants de la voiture gardent la voiture et les gens qui sont moins dépendants de la voiture, bah, ils font un petit effort et ils font autrement. Pour le transport de marchandises, là on va avoir aussi un sujet parce qu'en fait on est dépendant de la voiture beaucoup moins qu'on est dépendant des camions. Aujourd'hui, en fait, les Français s'en rendent pas compte, mais sans camion, on meurt tous de faim. Ouais, c'est ça. Tu disais un camion sur 3 qui transporte quelque chose. Alors, un camion sur 3 en France transporte un truc qui se mange. Ouais, entre 1 sur 3 et 1 sur 4. On l'a bien vu pendant le Covid. Hein, tout d'un coup, on s'est rendu compte que les chauffeurs routiers étaient des gens formidables. et cette concurrence d'usage, alors, dans les trucs qu'on n'a pas envie de voir arriver au Shift Project, c'est la méthanisation pour faire de l'électricité en quantité significative. Ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands, ils ont 1 million d'hectares de maïs fourrage qui sert à faire de l'électricité. C'est 3% de la surface du pays. Et 3% alors que sur avec une centrale nucléaire. Pour faire 10% de leur électricité. Non, il faut quand même quelques centrales, mais évidemment, c'est un truc, personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise utilisation des surfaces. Oui, d'accord, tout à fait. Ok, pertinent. Je t'invite à qu'on avance vers le champ, là. On a une culture intermédiaire, donc un couvert végétal entre deux cultures. Alors c'est la partie qui est au fond là. Ouais, plus au fond. Ah oui, attends, on a un fossé à traverser, on va peut-être plus traverser là-bas. Ça c'est le début du couvert végétal. Alors non, là c'était le maïs qui était ensilé là. Ça, alors il a peut-être semé quelque chose qu'on croirait qu'il y a un passage de machine. Il a peut-être semé quelque chose. Ah oui, on voit que ça lève doucement dans les rangs ou dans les sillons. T'as semé quelque chose ici, Étienne? Ouais. Ça commence à doucement à pointer. Hein. Et du coup on peut marcher dessus? Oui, bah, c'est très... et même marchant dessus, il repoussera quand même. Et puis, même là, on voit le passage de gibier. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça, c'est pas du Il y a de la vie ici, il y a de la vie. Quoi, ça, c'est biche ou sanglier? Moi, je dirais plus de la biche. Hein. Biche, ça. Ah, ouais. C'est de la biche ou du sanglier qu'on voit les traces seules? Là, c'est de la biche, comme ça. Ouais. Bah, le sanglier, c'est un peu la même forme, non? Ouais, c'est mais plus gros quand même. Une question que mon père se posait. Lui, mon père, bah, voilà, moi, je me suis installé avec mon père sur la ferme. Mon père qui a 70 ans, c'était son père avant, donc mon grand-père, etc. Et lui, bah, son prisme, il est vachement inquiet sur que nous, en Europe, on perd notre souveraineté. Et est-ce que l'agriculture européenne a un avenir? Bah, il vaudrait mieux. Moi, je pense qu'il faut plutôt prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas pourquoi on serait fataliste. Il y a une des choses, et c'est marrant parce que dans la présentation qu'on a faite de notre travail hier, il y avait des représentants d'organisations syndicales du monde agricole. Et je leur ai dit, vu de l'extérieur, alors j'espère que personne ne va être choqué par ce que je dis, mais vu de l'extérieur, on a l'impression d'un syndicalisme super défensif, c'est-à-dire en gros, il y a tout un tas de merdes qui nous tombent dessus, et on essaye de négocier la façon que ces merdes nous tombent dessus avec le moins de force possible. Et moi, je leur ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas dans une logique de proposition, en disant, on voudrait faire ça, la société nous demande de faire ça, nous, ok, pas de problème, juste ça coûte temps, donnez-nous les moyens de le faire, et par ailleurs, on veut arriver enfin voilà, et
on se met dans une logique de proposition. Et évidemment que l'agriculture européenne doit avoir un avenir. On ne va pas importer 100% de ce qu'on bouffe de l'extérieur. Et puis on a une surface importante. On ne va pas décider qu'on en fait juste, je sais pas quoi, des parcs d'attractions. Enfin, non, c'est ça. Oui, et la bonne question à se poser, c'est comment est-ce qu'il faut qu'on s'organise pour qu'on y arrive. Alors on a un sujet, si on résume, en fait, on a un sujet économique. Et ce sujet économique, il est notamment lié au fait qu'on n'arrive pas en Europe pour le moment à résoudre la contradiction entre l'aspect satisfaction du consommateur et l'aspect préservation de l'environnement et des actifs, quelque part. La terre est un actif. Pour le moment, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre ça et ça. Et donc, voilà, pour que l'agriculture ait un avenir, il faut qu'on arrive à résoudre cette contradiction. D'accord, oui, voilà, c'est sûr. C'est ça le sujet. Bon. Et le consommateur ne peut pas dire moi je veux que tout soit bien fait dans les règles, mais je ne veux pas en payer le prix. La collectivité ne peut pas dire nous on veut qu'il y ait du commerce ouvert, libre partout et sans aucune restriction. Mais on voudrait quand même que les autres soient sympas avec nous et quand nous on adopte des bonnes pratiques, qu'ils les adoptent en même temps, bah non, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, c'est la règle du jeu justement. La concurrence, c'est que c'est la règle du jeu, ils font ce qu'ils veulent. Donc à un moment, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a un vrai sujet d'organisation générale et puis par ailleurs, il y a un autre sujet. Alors là, je ne suis pas encore assez compétent pour être capable de répondre, mais qui est les intérêts convergents ou pas entre pays européens, puisque la politique agricole, elle est essentiellement européenne. Donc à l'époque où la PAC a été mise en place, l'Europe était plus restreinte. On a commencé par faire l'Europe à 6, il ne faut pas oublier. Et les intérêts des 6 pays qui ont fait la PAC au moment de la création de l'Europe, ils étaient beaucoup plus convergents. On était au sortir de la guerre, il fallait nourrir tout le monde. Donc là, il n'y avait pas de sujet, il fallait produire. Aujourd'hui, les intérêts sont plus du tout convergents. Entre une agriculture hollandaise et une agriculture polonaise, on parle de deux mondes. Donc ça n'a rien à voir. L'agriculture française qui est encore ailleurs. Il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est comment est-ce qu'on arrive aussi à s'organiser à l'échelon européen. Est-ce qu'il faut rester dans cette politique, enfin dans cette situation dans laquelle tout est délégué à l'Europe ou pas? Alors la France, elle est un peu le cul entre deux chaises dans cette histoire parce qu'elle est plutôt bénéficiaire nette de la PAC. Donc si on dit il faut que chacun puisse s'arranger comme il veut, ça veut dire que nous, quelque part, on doit donner un peu plus d'argent. Ouais, c'est ça. D'accord, bon. Mais on est quand même à la croisée des chemins aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est un peu au pied du mur et il faut que, la situation dans laquelle on est, en fait, on commence progressivement à perdre sur tous les tableaux. La tendance n'est pas bonne, on va dire, quels que soient les indicateurs qu'on regarde. Donc, il est peut-être quand même temps d'essayer de faire autrement. Bon, là, tu vois, on arrive devant donc la culture intermédiaire qui a été semée entre deux cultures. Le but, c'est que le sol, c'est un peu ce qui rentre dans l'agriculture de conservation. C'est un des sujets que j'avais abordé, moi, au début de ma chaîne YouTube. Donc, qu'il y ait une culture permanente sur le sol, qui soit couvert, qu'il y ait des interactions. Alors ça, c'est quoi? Attends, j'y comprends rien là. J'ai semé il y a 15 jours. Donc tu vois rien pour l'instant. Ah oui, donc là en fait ça c'est que des repousses de blé. Voilà, c'est ça. Ah voilà, putain, oui, donc là tu as fait. Oui, d'accord, autant pour moi. J'ai compris. Technique, mais si tu mets du glyphosate après avoir semé, ce qui est à semer, il ne va pas pousser. Si tu pourrais, j'aurais pu semer et mettre le glyphosate le lendemain par exemple. Parce Ouais. que la graine est dans le sol, elle va pas. Le glyphosate est un produit essentiellement foliaire. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça ne va pas être pénétré dans le sol. Enfin, si ça pénètre dans le sol ou quoi, ça ne va pas toucher la racine, ça va pas être un produit qu'on dit racinaire. D'accord. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un one-shot. Tout ce qui est vert en surface qui va se prendre le phyto, Voilà. il va se détruire. Après le lendemain, s'il y a une autre plante qui pousse entre deux le lendemain, voilà. Elle n'a pas eu de glypho. Elle n'a pas eu de glypho. Donc aujourd'hui, c'est un moyen qu'on a de désherber assez pratique, utile pour détruire notre culture avant de semer un couvert. Ou l'autre solution à ça, c'est aussi… Moi j'ai compris que c'était surtout pratique pour désherber sans labourer. Voilà, c'est la question que j'amène. Parce que l'autre solution c'était de retourner le… Voilà, d'accord. Et là il n'y avait plus de mauvaises herbes non plus. Voilà. Alors Ok. c'est la question, je t'amène à la question. Donc les avantages et les inconvénients, quel est le moins pire s'il y a moins pire, parce que ce n'est pas les mêmes impacts évidemment. Parce que on connaît les inconvénients aussi du labour et puis voilà, j'aimerais que tu me discutes un peu. Alors je suis malheureusement techniquement moi pas compétent pour discuter ça. J'ai compris quels étaient les termes du débat, D'accord. mais je ne suis pas suffisamment compétent pour arriver à la conclusion du débat. D'accord, non mais très bien. Donc, les termes du débat, c'est que si tu laboures pas, tu évites, tu conserves plus de carbone dans le sol. Le fait d'avoir un couvert végétal permanent que tu garderas augmente également la teneur en carbone dans le sol.
Ça j'ai compris. J'ai compris par contre que si tu avais un couvert végétal permanent et que tu le conservais au moment où tu semais autre chose, tu avais une compétition entre les plantes qui poussent et donc du coup ce que tu as semé pousse moins bien. Donc tu es quand même obligé de t'en débarrasser. Et pour t'en débarrasser, tu as que deux options. Ou bien tu laboures précisément, tu retournes la terre, mais là tu retombes sur les inconvénients du labour, c'est-à-dire des stockages de carbone et puis plus de diesel consommé parce que tu as besoin d'un moteur plus puissant pour labourer profond. Alors que quand tu gratouilles en surface, tu as besoin de moins consommer d'énergie dans ton tracteur, éventuellement d'un tracteur moins gros. Mais tu as les inconvénients d'avoir répandu une espèce chimique qui n'est pas normalement présente dans la nature, qui s'appelle du glyphosate. Alors quand je discute avec des gens qui connaissent un peu le sujet, ils me disent que l'écotoxicité du glyphosate, c'est pas la pire, et qu'on fait tout un tas de substances qui sont bien plus désagréables et dont il faudrait se passer avant. Et là, on rentre dans un champ de compétences qui n'est pas le mien. Donc moi, j'ai jamais pris le temps d'aller regarder ça en détail. Je devrais peut-être, mais voilà. J'ai envie de dire, j'en suis resté pour le moment à l'approche naïve du citadin qui se dit, si pour un résultat voisin, on peut utiliser moins de phytosanitaires, c'est probablement bien. Oui, c'est sûr. Dans le doute, si on peut s'en passer, c'est pas mal. Voilà, dans le doute, si on peut s'en passer, c'est pas si mal. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'en ce qui concernait la vie au sens large dans ce genre de surface, les insecticides, par exemple, étaient des substances qui étaient globalement plus emmerdantes que les herbicides. Ce que je peux dire, le travail qu'on a fait au titre du Shift Project est un travail dans lequel les mesures qui sont proposées sont des mesures qui, en toute bonne logique, ne devraient pas conduire à augmenter et normalement même devraient permettre de diminuer la consommation globale de produits phytosanitaires. Voilà. Donc, en fait, c'est pas un axe, c'est pas l'axe par lequel on est rentré dans le problème. Par contre, on s'est fixé une condition limite qui est de dire les mesures qu'on propose, ça ne doit pas conduire à les augmenter. Et un certain nombre de mesures qu'on propose, en fait, on sait déjà que normalement, ça conduit à les diminuer. D'accord. Voilà. Après, on sait très bien que Rome ne va pas se faire en un jour. Non, mais voilà. Et que si on se donne un objectif de baisse, ça ne peut pas être la suppression totale en une semaine. Question qui va en découler aussi, cette fois je l'ai noté, parce que je ne suis pas une machine, je ne suis pas comme Jean-Marc où je connais tous les chiffres par cœur dans ma tête. Je ne connais pas tous, j'en connais certains. Non, mais à chaque fois je suis bluffé, parce que je regarde, voilà, depuis un moment je te regarde aussi sur tes vidéos YouTube, à chaque fois tu ressors les chiffres et tout ça. C'est toujours les mêmes. Oui, ouais. Puis l'intérêt, c'est que ça ne change pas beaucoup d'une année sur l'autre. En fait, le sujet que je traite est très stable. Heureusement et malheureusement, j'ai envie de dire, les deux à la fois. C'est très stable. Donc toi, la quantité d'énergie qu'on utilise en France, d'une année sur l'autre, ça va bouger de 1 ou 2% ou 3%, mais ça ne va pas bouger de 50%. Question un peu qui vient d'un couple d'agriculteurs amis à moi, qui sont en agriculture biologique. Et eux, leur question justement, c'est est-ce que le modèle productiviste à haut rendement en France a un avenir? Et s'il est judicieux de continuer sur cette voie, en fait, pour eux, ce qui est dangereux, c'est de continuer à placer la souveraineté alimentaire en fait dans le soja brésilien, parce qu'ils ont des vaches, dans le gasoil et l'engrais russe, les phytos chinois, bref. Est-ce qu'on ne se voile pas la face en prétendant que notre agriculture est verte et décarbonée quand on constate que les émissions créées pour la production, l'importation de nos matières, tout ça, c'est des émissions qui sont délocalisées finalement? Oui, voilà. Alors il y a des émissions délocalisées dans l'agriculture, c'est les émissions de la déforestation pour la production du soja qui est importé pour l'alimentation animale. Mais il y a également des produits animaux terminés qui sont importés, du bœuf ou bien du cuir par exemple. Donc il y a une petite partie du cuir qu'on utilise en France, en fait c'est issu d'animaux, de bovins en l'occurrence, qui ont pâturé sur des surfaces qui ont été déforestées. Donc on a aussi un peu de déforestation importée due à ça. Si on regarde du reste la déforestation importée en France, elle représente à peu près 1/20 de notre empreinte carbone. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire 500 kg équivalent CO2 par personne et par an pour une empreinte carbone qui fait 10 tonnes par personne et par an. Donc c'est pas complètement négligeable. Tout à fait. Par ailleurs, personne n'a prétendu que l'agriculture française était verte et décarbonée. Justement, c'est bien le sujet, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture c'est une activité carbonée. L'agriculture, ça fait à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et 20% en France, c'est à peu près pareil. Sauf que dans le monde, il faut rajouter 10% dû à la déforestation que nous, on n'a pas directement en France. On en a une petite partie qu'on importe, mais on n'a pas directement en France. On pourrait en France avoir une agriculture 100% biologique à la condition qu'on mange considérablement moins de viande. Par ailleurs, ça ferait monter le prix réel des produits en sortie de ferme. Je ne parle pas de ce qui se passe à Laval, de façon significative. Alors, ça dépend des types de cultures. Par exemple, dans certaines cultures de maraîchage ou certaines cultures fruitières,
le fait de produire en bio induit pas des surcoûts considérables. Par contre, dans les céréales, on perd la moitié. En gros, hein, les rendements c'est ça, sont en gros ouais, divisés- ça sont en gros m'étonne divisés par 2. Dans les pommes de terre, je ne sais pas si les rendements sont considérablement inférieurs en bio. D'accord, ça vu je ce suis que- pas vu- patatier. alors, vu ce que je paye, moi, mes pommes de terre bio chez le producteur qui vient au marché du coin, j'ai l'impression que les rendements sont un peu plus bas, mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient considérablement plus bas. Mais encore une fois, là, je m'aventure peut-être parce que je n'ai pas été regarder ça de près. Donc la réponse, c'est on pourrait faire. L'alimentation coûterait globalement plus cher et surtout comme elle serait beaucoup moins productive, et si on fait 2 fois, si les rendements céréaliers, enfin si les rendements des grandes cultures, pour être plus précis, ils sont divisés par 2, ça veut dire 2 fois moins de maïs pour nourrir les animaux et 2 fois moins de blé pour la partie qui va nourrir les animaux. Donc, deux fois moins d'animaux. Et donc en gros ça fait 2 fois moins d'animaux. Oui, quoi. c'est ça, Voilà. Et du reste, il y a un siècle, l'agriculture était bio. Puisque Mhm. avant l'arrivée des engrais de synthèse, avant l'arrivée des phytosanitaires et accessoirement l'arrivée des tracteurs, l'agriculture, par la force des choses, toute l'agriculture était bio. Et les gens en France, alors qu'ils étaient par ailleurs un peu moins nombreux, puisque avant-guerre on était plutôt aux alentours de 40 millions d'individus, mangeaient 2 à 3 fois moins de viande par an qu'aujourd'hui. Voilà, Oui. donc ça donne la réponse. La réponse c'est oui, c'est possible, puisque ça a déjà existé. Oui, Ça demandait plus de travail, ça coûtait plus cher et il y avait moins de viande. oui c'est ça, c'est le budget qu'on alloue dans notre Voilà. à la nourriture, quoi. Voilà. Et puis le fait aussi que Et les gens faisaient plus la cuisine. Donc par Oui. ailleurs, ils achetaient plus de patates pour faire de la purée et moins de purée d'une marque que je ne nommerai pas, et moins de produits préparés, moins de restauration hors domicile. La restauration hors domicile a considérablement augmenté en proportion. Aujourd'hui, la moitié de la dépense alimentaire des Français, pas loin, c'est de la restauration hors domicile. ouais, c'est Le les restos, le ça. fast-food du coin, la Ouais. pizzeria, et ce que les gens payent indirectement ou directement au travers de la cantine, du restaurant d'entreprise, etc. Ça existait considérablement moins il y a un siècle. Mhm. Là, à l'époque, pardon, les gens faisaient eux-mêmes la cuisine, et Oui. du reste, même les gens qui allaient bosser à l'usine, ils emmenaient leur frichti, Ouais. parce qu'il n'y avait pas de cantine à l'usine, et que c'était comme ça que ça coûtait le moins cher. Voilà, donc on pourrait, oui, mais ça, c'est pas un système qui serait inchangé. C'est ça, ouais. Faudrait revoir en fait nos habitudes complètement, Voilà. quoi. Et c'est probablement un système qui demanderait plus de monde, beaucoup plus de Ouais, monde. ouais, c'est ça. Et oui, on va falloir retourner tous dans les champs, là. Autre question. Du coup, à l'inverse, un système, lui, plus intensif, sont aussi plutôt performants en termes de bilan carbone par rapport au carbone produit par quantité produite. Oui. Alors, faut-il continuer dans cette voie ou changer complètement de système? Alors Du c'est tout le paradoxe. C'est qu'en général, quand on augmente les quantités, on va souvent augmenter l'efficacité par kilo produit. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. C'est vrai aussi, je ne sais pas, si on fabrique des voitures, si on fabrique du vin, tiens. Ouais. Si on fabrique du vin, le vin haut de gamme, il a un contenu carbone par litre qui est beaucoup plus élevé. Bon, mais par ailleurs, il vaut beaucoup plus cher. Et si on regarde à l'euro, c'est l'inverse. Le vin haut de gamme, il a un contenu carbone par euro qui est moins élevé. Donc si on a un budget donné dans l'année pour acheter du vin, il vaut mieux acheter du vin haut de gamme, ça a plus de carbone par bouteille, mais moins de Ouais. carbone pour le budget qu'on va dépenser. Ouais. Et du coup, on boira beaucoup moins de vin. Et en fait, c'est toujours la même réponse, c'est-à-dire que les systèmes intensifs, ils ne marchent que s'il y a des grosses quantités. Et au final, la quantité globale de pression qu'on va exercer sur l'environnement va augmenter aussi. Ouais, d'accord. Donc les systèmes qui sont moins intensifs, souvent, ils sont moins pertinents, enfin comment dire, ils conduisent à plus de ressources utilisées ou plus par kilo produit, mais au global, comme on produit moins de kilos, la pression est aussi plus faible. Ouais. Voilà. Donc en fait, il faudrait faire du bio intensif. Alors on peut faire du bio intensif parce que il y a des choses qui peuvent être agronomiquement intensives, Ouais. mais souvent c'est pas les mêmes qui sont économiquement rentables. Oui, d'accord. Par exemple, si tu mélanges les espèces plantées au même endroit, tu as des combinaisons d'espèces qui permettent d'avoir une biomasse globale produite à l'hectare qui est beaucoup plus élevée. Sauf qu'à ce moment, tu dois avoir soit une cueillette sélective, soit une collecte sélective, soit une Oui. récolte sélective, etc., qui est beaucoup plus dur à organiser. Et si tu arrives à l'organiser, qui va te coûter Ouais. plus cher. Ouais. Ça, c'est un truc qui est connu. Alors, j'ai appris ce matin que c'était vrai pour les céréales et les févroles. J'ai fait ça ce matin. Mais moi, que je connaissais depuis longtemps sur, par exemple, le mélange des espèces dans le maraîchage. Et d'accord. Tu vois, tu mélanges des espèces, etc. Et effectivement, en termes de biomasse à l'hectare, tu vas avoir plus. Mais sauf qu'il faut avoir des gens qui passent pour récolter les trucs quand ils sont mûrs ici, puis les trucs Oui. quand ils sont mûrs là, Oui. puis les trucs, etc. Il faut un trieur derrière la moissonneuse, quoi. Exact. Et tu ne peux pas venir avec justement. C'est Donc ça. c'est plus intensif en travail, Ouais, donc ouais. c'est agronomiquement meilleur, économiquement moins bon. Ouais, d'accord. Donc on peut faire bio et intensif au niveau agronomique.
Par contre, on ne fera pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on fait des choses qui sont plus pertinentes pour l'environnement, généralement il y a un coût derrière qu'il faut que la collectivité assume si elle veut que ce soit comme ça qu'on fasse. Oui, c'est ça. C'est comme tu dis souvent, c'est d'accord, nous les agriculteurs, on est prêts à faire comme ça, mais c'est temps. Oui. Ça, pour toute chose dans la vie, d'accord, on fait comme ça, mais c'est temps. Alors c'est une remarque que j'ai commencé à faire, oui, parce que dans les milieux industriels, c'est souvent comme ça qu'ils raisonnent. Les aciéristes disent, nous on est prêts à faire de l'acier vert, sauf que ça vaut tant, donc on voudrait que quelqu'un paye pour ça, et si ce n'est pas le client, c'est la collectivité, donc on veut des subventions, etc. Dans le domaine automobile, c'est exactement pareil. Nous on est prêts à construire une usine de batteries ici, mais ça vaut tant, et puis ça ne sera pas rentable avec les batteries qu'on va vendre, donc on voudrait que la collectivité nous subventionne, et ça marche. La collectivité subventionne. C'est pareil pour un bâtiment, on voudrait faire du logement social accessible, etc., mais on ne va pas se faire payer par les locataires. On voudrait que la collectivité considère que c'est bien que les gens qui n'ont pas d'argent soient logés, donc la collectivité va payer, puis pouf. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi le milieu agricole ne se met pas dans la même dynamique. C'est-à-dire dire la société nous demande de faire bien, pas de problème, on va faire bien. On sort notre règle à calcul, ça vaut tant, très bien, il nous faut cet argent. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que là, pour le moment, je trouve que le discours est beaucoup plus défensif. Ouais, d'accord. La grande distribution nous impose ceci, les gros industriels nous imposent ceci, le consommateur ne veut pas payer cher, etc. Donc nous, maintenant qu'on a cette fatalité, et on le prend comme une fatalité qui nous tombe sur le dos, ne nous demandez pas de faire propre. Moi, ma proposition, c'est qu'il faut renverser le discours. Quoi. Bon, après, c'est pas évident de faire le rapport de force en disant on est les plus forts. Mais alors, avant même de parler de rapport de force, il faut au moins essayer. Ouais, d'accord. Puis, on essaye de se tenir ce discours, puis on verra bien. Bon, allez, à nos manifs. Et du coup, moi, j'avais une question pour le propriétaire des lieux. C'est Étienne. pourquoi il n'y a pas de haie là? Il n'y a pas de haie là, si, il y en a là. Il y en a Non, mais des champs, là. il n'y en a pas au milieu des Là. champs. Il y en a quand même plus qu'en Beauce. Est-ce que là, tu considères que c'est deux champs séparés ou c'est un seul champ? Non, c'est un seul champ. En D'accord. fait, là, ça a été semé en blé. D'accord. Et comme le climat était catastrophique cette année, les rendements en blé étaient très très mauvais. Et cette partie-là qu'on voit là, en dessous, je l'ai cassée avant de la récolter parce qu'il n'y avait quasiment pas de blé. D'accord. Et j'ai mis un maïs derrière. D'accord. Mais sinon, c'est la même parcelle. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de haie au milieu là. D'accord. Et contre la route? Et contre la route, il y a 3 chaînes là-bas. Oui, ok, il y a 3 chaînes, mais pourquoi il n'y a pas eu une haie là? Il n'y a pas de haie parce que c'est mes grands-parents et mes parents qui les ont enlevés. D'accord. Et contre la route, pourquoi ils les ont enlevés? Il faut leur demander. Non, mais c'est vrai, je ne vais pas juger parce que j'ai pas envie de leur dire c'est pas bien ce que vous avez fait parce qu'à l'époque. Ah non, mais ils avaient sûrement une bonne raison de le faire, voilà. ça on est bien d'accord. Mais... Donc je pense qu'en termes d'entretien, voilà, c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir de haie que d'avoir une haie en termes d'entretien. Ça coûte beaucoup moins cher, ça prend beaucoup moins de temps. Et je pense que c'est la raison principale. Malgré le fait que ça fournit du bois de chauffage ou des trucs comme ça? Oui, parce qu'il y a assez de haies, j'ai quand même des haies, mais il y en a assez pour le bois de chauffage. Quoi. Ah ouais, c'est ça. D'accord. C'est toujours la contrainte de l'entretien. Et ça vaut pas le coup de le vendre à d'autres? Bon, c'est un business après. Le bois de chauffage. Et puis tu demandes à quelqu'un de venir et c'est tu me tailles ma haie sans me faire payer et moi je te laisse le bois et tu vas le vendre à d'autres? Ça dépend des haies. D'accord. Ça dépend de ce qu'on fait comme haie. De la haie de ronce feuillue qui va pas rapporter grand chose et qui va être long à entretenir, et de la haie d'arbre qu'il va falloir tailler tous les ans ou tous les 2-3 ans. Quoi. Donc ça dépend vraiment des haies, mais là je pense qu'ils l'ont enlevé aussi parce qu'à l'époque, notamment les haies de chêne, bouffaient de l'eau pour les cultures en fait. D'accord. Et même moi je le vois, hein. Là j'ai une haie le long du champ là, au pied des chênes, il n'y a quasiment rien qui pousse. Ouais. D'accord. Les 6 premiers mètres au bord des haies, en général, quand c'est des gros objets depuis longtemps, ça met. Il n'y a pas grand chose, il n'y a quasiment rien qui pousse. Ça, d'accord. Et les cultures aussi, auprès des haies, tu as plus de limaces souvent. Ouais. Et ça bouffe les cultures aussi. Quoi. D'accord. Donc il y a plein de raisons qui fait qu'ils ont enlevé les haies et que j'ai pas remise parce que pas le temps, pas l'argent, pas l'envie non plus forcément. Peut-être que j'en ai ressemé de la haie, j'ai ressemé de la haie, des arbres dans la pâture. Peut-être que dans 5-10 ans, je ressèmerai de la haie, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est vrai qu'il y a les avantages de certains auxiliaires. Parfois, on voit des champs qui se cassent la gueule dû au vent. Les haies, ça permet de canaliser un peu les flux, tout ça. Et du coup, qu'est-ce que tu préconiserais, toi? Il faudrait quoi? Des champs de combien d'hectares entourés de haies? Il ne faudrait pas des champs de 50 hectares, je sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si on a une réponse. Mais... non mais c'est bon parce qu'on nous dit de replanter des haies. La taille idéale de la parcelle, je ne sais pas si on a réfléchi à ça. Non mais c'est vrai, cette question que j'ai dans mon téléphone, là ça va être plus, ça c'est mon petit frère, donc mon petit frère en école d'ingé, donc un ingé agronomie à Lille, à l'ISA. Et lui, alors il me posait plusieurs questions.
Et il y en a une qui était intéressante, alors il m'a appris quelque chose, il me parlait de... Est-ce que je dois travailler pour mon frère? C'est ça la question que tu poses, non? il me parlait, alors lui, il apprend des trucs savants, voilà. Moi je suis Ouais. plus à l'école donc je ne sais plus de trucs savants. Le scénario RCP, donc il me parlait de scénario Ouais. RCP. Donc il me demande quel est le scénario, donc déjà tu pourrais nous expliquer c'est quoi les Absolument. scénarios RCP. Et le scénario RCP le plus probable, et s'il est indéterminable, prendre le scénario le plus pessimiste et quel est l'avenir de l'agriculture avec ces différents scénarios D'accord. RCP quoi. Alors RCP, Oui. tiens-toi bien, ça veut dire représentative, c'est un terme anglais, hein, Ouais. Concentration Pathway. Ok. Avec ça, tu es bien avancé. Je pense que tu vas me remercier chaleureusement de Je vais savoir avoir expliquer ce que appris c'était. Voilà. Non, alors c'est du jargon de physicien du climat. Représentatif, ça veut dire représentatif. Oui. Ça veut dire. Concentration, c'est parce que ça fait référence à la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère. Donc c'est la concentration, voilà. Et pathway, c'est parce que pathway, c'est une trajectoire, c'est un scénario, voilà. Donc en gros, c'est des scénarios qui décrivent comment évolue la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'accord. Et c'est des scénarios qui sont utilisés par les modélisateurs du climat en entrée, en disant, bah voilà, si la concentration évolue comme ceci, si elle augmente comme ceci ou si elle augmente comme cela, le climat derrière va réagir comme ceci ou réagir comme cela. En gros, ça quantifie la perturbation. Tu vois, c'est la quantité de perturbation qu'on met dans l'atmosphère, c'est ça, ces fameux RCP. Ouais. Et alors derrière, ils ont un chiffre en général. 1.9, 2.5, 4, D'accord. voilà. Derrière, ça représente la quantité d'énergie supplémentaire qui va être envoyée par l'atmosphère vers le sol. Parce que l'effet de serre, c'est ça, c'est de renvoyer de l'énergie vers le sol. Et le supplément d'effet de serre renvoie plus d'énergie vers le sol, et c'est ça qui fait que la Terre chauffe, qu'on a toutes les transformations qui arrivent derrière. C'est précisément parce qu'on ne sait pas, donc la réponse à la question de ton frère, c'est justement parce qu'on ne sait pas exactement quel va être le comportement de l'humanité à l'avenir, Oui. qu'on envisage plusieurs possibilités. Oui. Moi, les deux possibilités que je sais éliminer facilement, c'est les deux extrêmes. Oui. Alors, l'extrême bas, c'est-à-dire là où on limite le réchauffement à 1,5 degré, celui-là, on ne va pas l'atteindre puisqu'on est déjà à 1,5 degré. Enfin, on y est cette année. utopique. Alors, l'année prochaine, ça sera un peu plus bas, là, etc. Mais en gros, le coup est parti. Là, malheureusement, les 1,5, on va se les manger. Le scénario haut, il supposerait qu'on ait un approvisionnement en combustibles fossiles qui soit indéfiniment croissant sur tout le courant du 21e siècle. Ah oui. Et ce que je sais, ou ce que je crois savoir plus exactement sur la disponibilité en pétrole et en gaz, c'est que ça n'arrivera pas. Ah, d'accord. D'accord ? Ça ne peut pas arriver parce qu'il n'y en a pas assez. Ouais, c'est ça va décroître. Et il va se passer quelque chose entre les deux. Et ce quelque chose entre les deux, je n'en ai foutrement aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ça fait sens de faire en sorte que ça soit le moins possible. Ouais. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Ouais. Voilà. Ou quel va être l'avenir de l'agriculture dans justement un scénario même à 2 degrés, du coup 3 degrés dans un scénario RCP quand même important. Alors c'est difficile de dire exactement ce que ça va être, mais par contre on peut avoir une idée des menaces. Les menaces, c'est que dans le sud de l'Europe, on va globalement avoir des problèmes de sécheresse qui vont augmenter. Alors c'est pas vrai en France cette année, on Ouais. a plutôt eu le problème inverse, là, c'est sauf dans les Pyrénées-Orientales. ouais, où oui, ils ont- ils ont eu- et un peu sur l'arc méditerranéen, où quand même ils ne sont pas complètement débarrassés de leurs problèmes de sécheresse. Mais par contre, c'est resté le cas en Espagne, très fortement, c'est resté le cas dans une partie de l'Italie, c'est resté le cas pour tous les pays du sud de la Méditerranée. Le Maroc continue à faire face à des sécheresses abominables, etc. Et là, on sait à cause de l'évolution du climat, de l'atmosphère à large échelle, que malheureusement, ces problèmes-là, ils ne vont pas s'améliorer, ils vont avoir tendance à empirer. Il va y avoir une diminution des rendements. Parce qu'en gros, il n'y a pas de miracle, hein. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on peut planter des espèces mieux adaptées, mais la production de biomasse de ces espèces, Oui. elle est fatalement inférieure quand il y a moins d'eau. Ça, c'est un truc tout bête. On va avoir un problème sur les forêts également. Même avec un réchauffement planétaire de 2 degrés, il y a un arbre sur 2 en France qui va probablement mourir. Oui. Donc c'est quand même on va avoir un petit sujet avec ça Oui, aussi. vache. Et les arbres, c'est à la différence des cultures annuelles qu'on peut essayer d'adapter année après année, même si la production est moins importante, un arbre, on ne peut pas le changer d'endroit tous les ans. Ouais. Et on ne peut pas dire, tiens, on va le récolter au bout de 3 ans. Ça ne marche pas bien. Voilà, donc on va avoir un sujet de production végétale globale qui va probablement être contraint. Et puis après, il y a d'autres sujets qui vont arriver. C'est qu'il y a par exemple, notamment pour les animaux, les maladies auxquelles ils peuvent être sujets vont changer. Là, par exemple, en France, on a en ce moment, il y avait récemment un problème avec une épidémie de la maladie de la langue bleue
pour les ovins. Ouais. On a également la propagation des virus qui se retrouvent avec tous les moustiques, les moucherons, etc. Ouais. Pas les virus, les parasites, pardon, Ouais. qui se retrouvent favorisés. Donc on va également avoir un problème de maladie, j'ai envie de dire, au sens... Ça concerne les hommes, évidemment, on pense toujours aux hommes, à la dengue, Ouais. à la fièvre jaune, je ne sais pas quoi, mais ça concerne aussi les espèces animales. Ça peut concerner les espèces végétales sur les champignons. Par exemple, l'oïdium, le mildiou, etc. Oui. Tous ces Ouais. trucs-là peuvent se propager plus facilement. Donc il va y avoir une pression accrue sur l'agriculture d'une manière générale, ce qui du coup va poser un problème croissant sur les souhaits de la collectivité. Par exemple, s'il y a de plus en plus souvent du mildiou et de l'oïdium et qu'on nous dise d'utiliser de moins en moins souvent des phytos, les agriculteurs vont dire, enfin les viticulteurs vont dire vous êtes gentils, on fait quoi? Oui, c'est ça, oui. Il y a des sujets comme ça, donc ça va devenir malheureusement plus compliqué parce que le système climatique va devenir plus volatile et un peu moins sympathique, quoi. En gros. Il faut bien voir qu'historiquement, l'agriculture, ça a été une adaptation longue et lente d'espèces à un climat qui n'a pas changé. C'est bien ça qu'on a fait sur les 10 000 dernières années. Donc une agriculture dans un climat qui change tout le temps, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça, en fait, on va vers des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, absolument. Bon, les amis, voilà, ça réjouit tout ça. Oh, bah, j'ai plus de batterie dans ma caméra comme ça. Mais bon, c'est bien du coup d'avoir quelqu'un qui permet de poser les faits. Parce que c'est souvent ce que tu dis, c'est qu'au moins, il faut dire les choses, quoi. Sinon, on fait toujours les choses par contrainte. De toute façon, c'est ce qui va nous arriver, je pense. C'est ce que tu dis souvent. Plus on les anticipe et normalement, plus la contrainte est gérable. Voilà, donc il faut quand même essayer de voir venir, même si c'est des choses qui vont demander des efforts qu'on voit venir. Il faut quand même essayer de voir venir. Encore une fois, il faut qu'on accepte d'être cohérent avec nous-mêmes. Oui, c'est ça. On est cohérent, puis c'est bien, on parle de manière factuelle, pragmatique, et ça c'est bien, c'est de prendre conscience des choses, donc toujours des discussions intéressantes. Merci Jean-Marc d'avoir répondu à quelques questions, et puis merci Étienne. Et merci Jean-Baptiste sous le hangar, et merci tout le monde. Merci Guillaume. Si vous voulez du coup en savoir plus, donc il y a un rapport que vous avez sorti avec le Shift Project, Project, donc qui est un peu, il y a une synthèse un peu pas les bonnes pratiques, mais un peu la direction qu'il faudrait prendre pour limiter un peu la casse, quoi. Alors c'est plus que limiter la casse, parce que nous on se veut quand même positif. Donc c'est un rapport qui présente des propositions qu'on met en discussion, alors qu'on a énormément travaillé avec le monde agricole, enfin pas moi parce que moi je suis le patron donc je ne fous rien, mais l'équipe qui a travaillé a beaucoup travaillé avec le monde agricole, et ça a impliqué plusieurs centaines de contributeurs directs. Et par ailleurs, il y a une consultation qui a été faite auprès d'agriculteurs. Alors c'était ouvert, c'était ceux qui voulaient bien répondre, mais on a quand même obtenu 8000 réponses, enfin quasiment 8000 réponses, et c'est probablement une des plus grosses consultations qu'il y a eu dans le milieu à ce jour, et qui a été extrêmement riche, donc qui a beaucoup aidé aussi pour savoir si on tapait à peu près juste ou complètement à côté, et qui fera l'objet d'une présentation dédiée le 12 décembre. Il y aura un webinaire organisé par le Shift Project le 12 décembre pour faire ça. Bon, super. Attends, vous avez le lien en description pour aller consulter justement le travail qui a été fait. Voilà, super. Eh ben merci.